c'était prévu au départ de travailler l'analyse que Massoud Khan avait fait chez Winnicott. Et puis, on a élargi un peu et on parlera de 2 cas cliniques, ce qui fait que ce sera pratiquement en 3 parties. Une première partie où Daisy va parler de Winnicott, peut-être de cette analyse aussi. Puis ensuite, Nadia va nous parler de 2 cas cliniques de Winnicott qu'elle a choisis. Et ensuite, on fera notre discussion habituelle. Alors, je vais juste vous résumer la vie un peu de Donald Winnicott que j'ai pris sur ce livre de Brett Carr, une esquisse biographique. Et après, j'aimerais donc donner la parole à Nadia pour les cas. Ensuite, je reviendrai sur un cas de 2004, à peu près, donc dans un livre qui s'appelle Cure d'enfance de Laurence Kahn. Ça n'a rien à voir avec Massoud Khan. Hein. Et sur un cas où elle s'appuie sur un cas de Winnicott. Et je reviendrai, c'est-à-dire une winnicottienne, comment on travaille en tout cas en 2004. Ce livre date de 20 ans en arrière. Donc, Winnicott, il est né en 1996 et à Plymouth, dans le Devonshire, fils d'Elizabeth Martha Woods et John Frederick Winnicott. Et l'Angleterre, elle vit une période très calme. C'est une période un peu sans problème pour l'Angleterre. Ils étaient des commerçants aisés, ses parents, donc surtout son père. Ils avaient une quincaillerie qui s'appelait, donc il était associé avec son frère, s'appelait Winnicott Frères, qui a été créée en 1846. Cette quincaillerie, elle vendait des bonbons, depuis le bonbon jusqu'au corset pour dames, lingerie, instruments de jardin, enfin tout. Et le père de Winnicott voulait qu'il suive, qu'il prenne ce commerce, alors que ça ne l'intéressait vraiment pas du tout. Donc, c'était une famille aisée, de classe moyenne haute. Il avait 2 sœurs aînées, Violet, qui est née en 1889, et Kathleen en 1891. Ils vivaient dans une grande maison, habitaient avec eux aussi tante Delia et la nurse de Winnicott, une gouvernante pour ses 2 sœurs, une cuisinière et plusieurs servantes. Donc c'était un univers complètement féminin. Le père était assez absent et les contacts avec ce père, c'était quand ils allaient à l'église le dimanche et ils faisaient une petite promenade avec le père et c'était à peu près tout. Donc c'était un père c'est un gynécée, donc il est élevé, un gynécée. Il avait même une poupée qui appartenait à sa sœur, qui s'appelait Lily, et qu'on croit que cette poupée était un peu comme son objet transitionnel. Alors, selon un poème qui a été écrit, ce poème est aussi cité par Massoud Khan. Donc sa vie est beaucoup moins flamboyante que celle de Massoud Khan. Et donc il était assez rangé, c'était un anglais type, voilà. Et il y a très peu de choses sur l'analyse de Massoud Khan. Hein. Pratiquement, il en parle très très peu. Et aussi des analyses de Winnicott avec Strachey. Il y a vraiment très peu. Il y a plus un peu avec Joan Rivière. Et ce poème qui s'appelle L'Arbre, c'est aussi cité par Massoud Khan pour dire que Winnicott s'est intéressé aux mères
d'une manière générale parce que sa mère était probablement dépressive. Ça s'appelle Arbre. Mère en bas pleure, pleure, pleure. C'est ainsi que je la connaissais. Autrefois attardée sur ses genoux, comme maintenant sur cet arbre mort, j'apprenais à la faire sourire, à cueillir ses larmes, à la défaire de sa culpabilité, à la guérir de sa mort en elle, la faire revivre me faisait vivre. Donc, ce poème, c'est cité un peu partout. Donc c'est un poème de Winnicott. Winnicott, voilà. Il écrivait certains poèmes et aussi Mazoukan. Les deux avaient quand même une activité comme ça poétique. Donc certains biographes pensent que son mariage avec une jeune fille très malade, qui était Alice Buxton, ce mariage a duré de 1923 à 1949. Ce mariage ne s'est jamais consommé physiquement. Alice était une femme très jolie, de 4 ans aînée, plus âgée que Donald. Et elle était potière, elle chantait, mais elle était, je crois qu'elle est schizophrène, elle avait des crises de délire, je pense qu'elle avait quand même des hallucinations visuelles, des choses comme ça. Donc ça le fait beaucoup souffrir, ce mariage qui a quand même duré assez longtemps. Et tout le monde pense que qu'il a pu supporter ce mariage à cause de sa mère, hein, donc de cette histoire de mère dépressive. Alors il fait ses écoles secondaires à Cambridge et son père voulait qu'il entre dans l'affaire familiale, mais depuis tôt il voulait être médecin. Donc il a traversé 2 guerres mondiales. En 1914, il s'inscrit au Jesus College pour la classe préparatoire de médecine qu'il trouve très rébarbative. Et pendant la Première Guerre, en 1916, encore en formation, il commence à soigner des patients pour des petits traitements. Il est exempt de service militaire à cause de sa formation en médecine. Il devient, en 1917, alors qu'il n'a que 21 ans, officier médecin de la Royal Marine, comme chirurgien sur un contre-torpilleur. Et pendant son temps libre, il lisait beaucoup, surtout les œuvres de Henry James et de George Meredith. Juste avant de la fin de la guerre, donc la première, Winnicott quitte la Marine royale pour continuer sa formation à la faculté de médecine du St. Bart's de Londres, hôpital qui était renommé mais vétuste. Il s'y inscrit à la fin de 1917. Et à Londres, il sort beaucoup, il flirte beaucoup, mais il apprend avec un prof qui s'appelait Thomas Jeeves Hall la valeur d'une écoute très attentive du patient, donnant une importance considérable à la relation mère-patient, médecin-patient. La mère est présente dans ma tête. Pendant sa formation, il développa un abcès au poumon et déjà il monte une santé un peu précaire. Et après la fin de la Première Guerre, il a perdu sa capacité de rêver. Et il fut très inquiet de rêver. Il était très inquiet et il cherche des ouvrages qui parlent des rêves et achète la Treuendeutung. C'est le premier contact qu'il a avec la psychanalyse. Il avait à ce moment-là 23 ans. Et des années 20 jusqu'à 63, il occupera un poste au Green Children's Hospital et il restera donc jusqu'à 63 et il a été poussé à la retraite parce qu'il ne voulait pas. Mais l'avènement de la pénicilline a beaucoup changé sa pratique et il pouvait mieux se consacrer à la question de la psyché et à l'attention aux patients. Donc il se marie en 23, alors qu'il a 27 ans. Ce mariage dura 25 ans. Et il a essayé d'aider Alice en l'envoyant chez Clifford Scott, qui était l'élève de Melanie Klein. Mais ça n'a pas marché. Ils rompt le mariage en 1949.
Et cette relation est considérée comme aidant à sa compréhension des troubles psychotiques. Beaucoup de psychanalystes qui l'ont connu interprètent qu'il s'est mis dans une position du sauveur fantasme que probablement il a lamenté vis-à-vis de sa mère. Et il disait qu'il est venu à la psychanalyse à travers ses propres difficultés personnelles et il se tourne vers Ernest Jones pour lui demander une analyse. Alors Ernest Jones l'écoute, etc. Il fait quelques entretiens, puis après il dresse une liste de tous ses symptômes. Et c'était énorme. Tous ces symptômes. Il est sorti. Alors, il paraît qu'il n'a jamais payé Ernest Jones. Il avait l'habitude. Il était d'habitude de ne pas payer ses séances. Il oubliait de payer. D'ailleurs, il parle de sa pingrerie dans un des cas. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais. Donc, alors, il se tourne vers James Strach. Hein. Et James Strach a laissé entendre que Winnicott était impuissant. Sa cure dura de 24 à 33. Il a laissé entendre ça lors d'une correspondance, je pense, avec sa femme. Et je pense qu'il disait des indirects aussi dans les réunions de la British. Donc, l'analyse dura de 1924 à 1933 à des séances quotidiennes, du lundi au samedi. Et en 1927, il s'inscrit en formation à l'Institut de psychanalyse de Londres. C'est aussi en 1924 qu'il ouvre son cabinet en médecine libérale, en psychanalyste, au 33 Weymouth Street. Ensuite, il s'installe au 44 Queen Anne Street et après longtemps au 47 de la même rue. Et son cabinet définitif fut celui de son domicile de Belgravia au début des années 50, en 52. Comme il était au début, il avait honte parce qu'il avait peu de patients, alors il paraît qu'il payait le transport de certains patients pour venir du Paddington Green, qui était l'hôpital où il travaillait, et pour épater le concierge, parce qu'il avait honte du concierge. Alors il était très enthousiaste avec sa profession, mais il y a très peu d'informations sur l'analyse avec Strach. Strach avait un penchant homosexuel, je ne sais pas si vous savez, et dans sa jeunesse, il était tombé amoureux du poète Rupert Brooke. Il s'habillait comme un dandy, et on se demande quelle analyse de la sexualité de Winnicott a pu se faire dans ce contexte. C'est qui pose cette question? C'est le biographe. C'est Barr. Je pense aussi un recueil des sources qu'il a fait. Oui. Quelques années plus tard, Winnicott a dit à son analysante et collègue Margaret Little, ainsi qu'à sa seconde épouse Claire, que sa cure ne lui avait pas été aussi bénéfique qu'elle l'aurait dû l'être. Un jour, Strach lui conseilla d'aller voir Melanie Klein, vu ses intérêts aux problèmes psychiques des enfants qui avaient migré définitivement en Angleterre en septembre 1926. Il va alors lire l'ouvrage de Klein, La psychanalyse des enfants, de 1932. Et il le lit avec une grande ardeur, et dès qu'il finit, il relit cet ouvrage. Et juste avant d'aller voir Melanie Klein, il va lui demander une analyse, sa mère meurt. Alors, il va chez Melanie Klein, il demande pas une analyse d'abord, des supervisions. Il est supervisé par des cas cliniques en pédiatrie. Pédiatrie psychanalytique, un peu, entre deux. Hein. Il se souvient qu'elle se rappelait mieux de ces cas que lui-même. Il restera en supervision avec elle de 1935 à 1941. Il demande alors de commencer un traitement psychanalytique avec elle, ce qu'elle refusa en demandant qu'il prenne son propre fils à elle, Melanie Klein, un traitement, Eric. Elle lui conseille donc Joan Rivière, qui était analysé par Ernest Jones. Elle écrit « Contribution à l'analyse de la réaction thérapeutique négative », expérience qu'elle a eue avec des patients difficiles jugés inanalysables par elle. Ça, Joan Rivière. Ça a un peu influencé Winnicott. Elle analysa aussi Susan Isaacs.
Elle avait une forte personnalité et on pense qu'elle y était pour quelque chose dans le départ d'Edward Glover, donc la situation qui s'est mise entre les Kleiniens et les anafroïdiens. En fait, c'est Edward Glover qui a été le leader de l'attaque à Melanie Klein dans la controverse entre Anna Freud et Melanie Klein. Et il a considéré comme une défaite le fait que Melanie Klein n'a pas été expulsée de la British. Et alors là, il s'est retiré, il a quitté la British. Mais justement, comme il faisait partie de la Société suisse de psychanalyse, il est resté dans l'IPA. Il est demandé d'aller à la Société suisse à ce moment-là, quand il est sorti de la British, pour ne pas partir de la pour ne pas perdre le titre de l'IPA, de l'IPA. L'analyste formateur. C'est ça. Donc, Marion Milne la considérait une brute épaisse, donc Joan Rivière. Il paraît qu'elle était une espèce de chose comme ça, c'est une camionneuse. Elle disait dans les réunions des conseils scientifiques que Winnicott ne faisait que théoriser sa maladie personnelle. Et que ce fait est rapporté par Masood Khan aussi dans son livre When Spring Comes de 1988. Donc quand vous dites maladie personnelle, au niveau de sa santé somatique, psychique ou les deux? Je ne sais pas plus. Je pense que les deux dans le cas. Oui. Avec ses agissements, donc Joan Rivière qui était vraiment je pense une brute épaisse, Winnicott s'éloigne petit à petit de Klein et ses enseignements et met au second plan le vécu du monde intérieur pour se consacrer plus à l'environnement familial, donc au monde extérieur de l'enfant, au point où, communiquant à son analyste son projet d'écrire un livre sur l'environnement de l'enfant, elle lui lance « Écrivez donc ce livre et je vous transforme en grenouille ». En fait, c'était pas du tout vrai, ça c'est Winnicott qui rapporte aux autres en la mimant, en disant « c'est une sorcière, voilà, je lui ai dit ça, elle a dit « tu ne vas pas écrire ça, sinon je te transforme en grenouille ». Voilà. Bowlby aussi avait fait une très mauvaise expérience. Il avait beaucoup d'humour, du coup, il avait beaucoup d'humour. Il avait beaucoup d'humour. Donc Bowlby était aussi analysant de Joan Rivière et il avait aussi fait une très mauvaise expérience comme analyste avec elle, mais qui dura quand même de 1929 à 1939. Hein. Ouais. 10 ans de mauvaise expérience. 10 ans. Mais je pense qu'à l'époque, les gens aimaient souffrir. Il y avait ce mythe. Et puis, je pense qu'il y avait des enjeux politiques aussi, où s'il quittait l'analyse trop tôt, il ne pouvait pas être peut-être. Il y avait longtemps considéré comme analyste. Donc, ces deux analystes, Strachey et Joan Rivière, n'étaient pas médecins. En 1934, Winnicott est psychanalyste de la British et est habilité à exercer la psychanalyse d'enfants en 1935. Pendant le temps qui durera sa formation, Nina Searle et Ala Sharp superviseront ses cures d'adultes. Ensuite, Melanie Klein et sa fille Melita Schmidberg accompagneront son travail. Melita Schmidberg, qui est fille de Melanie Klein. Oui, accompagneront son travail auprès des enfants. Il présente son travail, La défense maniaque, en décembre de 1935. Et en 1940, il devient analyste formateur d'adultes et d'enfants. 1940. Tout cela sous le regard du patriarche Ernest Jones. Oui, parce qu'il avait peu d'expérience avec les adultes. Mm-hmm. Il a commencé grâce à la psychanalyse. Oui. Ouais.